Le reste du corps de Patrice Lumumba foulera la terre africaine. Troisième partie et fin, la mort de Patrice Lumumba. Le 27 novembre, Lumumba s'échappa avec sa famille de la résidence Dickens à Kalina et tenta de gagner Stanleyville avec une petite escorte à bord de sa Chevrolet. Son évasion ne fut découverte que 3 jours après. Grâce à cette avance, persuadé d'avoir réussi à échapper à ses ennemis, il harangua ses partisans sur son passage, ce qui lui fit perdre du temps et permit au major congolais Gilbert Pongo, officier de liaison du service de renseignement, de le retrouver pour tenter de l'arrêter. Après un échec à Port-Franqui le 1er décembre 1960, Pongo réussit à arrêter Patrice Lumumba à Lodi, dans le district de Sankuru. Il fut ramené à Mweka et embarqua à bord d'un avion pour Léopoldville. De là, il fut transféré au camp militaire hardi de Tisville sous la garde des hommes de Louis Bobozo, un militaire congolais ancien de l'offensive belge de 1941 contre les Italiens d'Abyssinie et qui a la confiance de ceux qui croyaient pouvoir ramener le calme. Dans un premier temps, le transfert de Patrice Lumumba et de plusieurs de ses partisans fut envisagé au fort de Shinkakassa à Boma. Mais le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Kotiko, furent transférés par un avion à Elisabethville, au Katanga, et livrés aux autorités locales. Ils furent conduits dans une petite maison sous escorte militaire, où ils furent ligotés et humiliés par les responsables katangais comme Moïse Tchombe, Munungo, Kimba, Kibwe, Kitenge, mais aussi les Belges Gatt et Verscheur. Ils furent fusillés le soir même par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Comble de l'horreur, le corps sans vie de Patrice Lumumba a été enterré dans une fosse peu profonde, déterré, transporté sur 200 km, enterré à nouveau, exhumé puis découpé en morceaux et finalement dissous dans de l'acide. Le commissaire de police belge, Gérard Sauteux, qui a supervisé et participé à la destruction des restes, a pris une des dents en or de Lumumba, comme il l'a admis par la suite. Il a également parlé d'une 2e dent et de 2 doigts du cadavre, mais ceux-ci n'ont jamais été retrouvés. On donna chacun son rôle. Mon rôle était d'aller à Tête-Ville, prendre les prisonniers et de là, les acheminer vers Moanda. C'est dans l'avion que Lumumba s'est rendu compte de la réalité. À bord du petit avion se trouvent également 2 amis politiques de Lumumba, les ministres Mpolo et Okito, qui partagent le même sort que lui. Moi, comme je ne suis pas intéressé, moi, je lève les mains. C'est tout. Destination de ce voyage planifié dans le moindre détail, le Katanga, où Lumumba est attendu par ses ennemis jurés. Et on m'a dit, demandez à Tchombe qu'il reçoive le colis. Hein? Pour envoyer ce message secret, le colonel Marlière utilise la liaison radio des services secrets belges. Tchombe reçoit également un télégramme du gouvernement belge lui ordonnant de récupérer les prisonniers. L'avion atterrit à l'aéroport du Katanga. Nous étions présents quand Lumumba et les 2 autres ont descendu de l'avion. C'était pas très beau à voir. Ils ont embarqué les 3 personnes dans la Jeep. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était Lumumba que j'avais déjà vu avant l'indépendance. On lui avait enlevé sa barbiche, il était ligoté, par ça. Il était leur 3. Le champ d'aviation était occupé par les casques bleus suédois, qui étaient là, qui ont suivi toute l'histoire. Les prisonniers sont emmenés dans la maison inoccupée d'un colon belge, la Villa Brouet, près de l'aéroport. Ils sont surveillés par la police militaire sous le commandement d'officiers belges. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que vous étiez là? J'ai eu plusieurs membres du gouvernement katangais, dont le ministre de l'Intérieur, M. Munungo, qui a regardé Lumumba de bas en haut, de haut en bas, puis qui a caché par terre. Quand j'ai vu ça, il me dit Lumumba les connaît un mot. Vous n'avez pas de pitié avec lui, par exemple? Pourquoi?
pas pigé à avoir pour son diplôme. C'est lui qui a emmené, qui a assisté mon roi. Ça vous a touché un peu Touché, mort d'homme, ça ne laisse pas indifférent, mais enfin, certains, je ne... Non. Moi, j'ai vu les Lumumba là-bas, en grandissant là-bas. Je lui ai rappelé une chose. Il me disait qu'écoute Jean, quand j'arriverai au Katanga, nous allons écraser votre parti politique. Moi, je disais non, c'est toi que nous allons écraser. C'est ça ce qui m'a rappelé. Il dit voilà, moi j'arrive ici chez vous, vous m'avez écrasé effectivement. Dans l'après-midi, une pluie tropicale s'abat sur le Katanga. Ils voulaient tous le tuer, en disant si on ne le tue pas, on aura encore tous les vents en nuit. Ils avaient tenu leur fameux conseil de gouvernement qui avait décidé la mort de Lumumba. Ils avaient bu beaucoup pendant ce conseil, ils avaient bu beaucoup après. On les amenait à la présidence, chez Moïse. Ils faisaient, c'était le soir. C'était déjà vers 20h, 20h30. Et de la présidence, ils sont allés à l'endroit de l'exécution. Après l'exécution, l'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir, et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place le lendemain matin. Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries. Qu'on met dans les batteries des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. En 2000, le sociologue belge Ludo de Witte publie chez Cartala l'assassinat de Lumumba, dans lequel il met en cause les responsables belges, précisant que ce sont des Belges qui ont dirigé toute l'opération du transfert de Lumumba au Katanga jusqu'à sa disparition et celle de son corps. La Belgique, de même que l'ONU, n'avait pas reconnu le Katanga comme un État indépendant, mais certains officiers belges y étaient encore en fonction. À peine 2 semaines après l'indépendance du Congo, la province du Katanga se déchire. Le Katanga, comme le disent à l'époque les observateurs, est un scandale géologique. Il regorge de richesses naturelles, cuivre, or, uranium et diamants. Moïse Tshombe, un proche des Belges, s'autoproclame président du Katanga. Nous avons pris comme décision de déclarer l'indépendance du Katanga. Avec ses richesses minières, le Katanga représente un intérêt stratégique. Moïse Tshombe lance alors la rumeur selon laquelle Patrice Lumumba aurait été assassiné par des villageois. 3 semaines plus tard, les journaux titrent « Lumumba et ses complices massacrés par des villageois ». Un mensonge parmi tant d'autres. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la vérité éclate au grand jour.
aucun des assassins ni des instigateurs du meurtre de Lumumba n'a jamais été poursuivi. C'est probablement ainsi qu'est mort Patrice Lumumba, ou tout au moins c'est ce qui lui est arrivé avant de mourir. Son pouvoir de fascination qui lui avait permis de transformer en lumumbistes tous les gardiens de prison du territoire de Léopoldville n'a pas joué au Katanga. Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo ex-belge, est mort donc officiellement quelque part en brousse, comme l'affirme son acte de décès. Qu'y a-t-il de changé au Congo après cette mort? C'est ce que nous avons tenté d'éclaircir. En guise de raison funèbre, voici tout d'abord le jugement de l'homme de la rue du Katanga. Que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba? Lumumba est mort comme tout le monde. Hein. C'est un criminel. Ah, c'est une mauvaise chose. Presque tout le monde regrette. Hein. Pour la mort de Lumumba, moi, ça ne me fait rien. Parce que ce Lumumba-là, il a fait beaucoup de morts à Luabour, partout au Congo. Pour moi, je ne regrette pas. Et j'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lumumbiste rencontré précédemment. Mais cette fois-ci, il n'a accepté de se laisser interviewer qu'à la condition de sortir de la ville. Il avait peur. Alors Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, hein, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme qu'on mange les chikwang. Il était intéressant aussi de connaître l'opinion de M. Tshombe, président de l'État autonome du Katanga, où Lumumba a été assassiné. La voici recueillie par nos confrères de la télévision belge. Quelles sont les raisons, Monsieur le Président, de votre opposition à une commission internationale d'enquête au sujet de la mort de Patrice Lumumba? Le Katanga, c'est un pays indépendant, il est souverain. Donc jamais dans l'histoire des Nations Unies, n'est-ce pas, ils ont fait l'enquête dans aucun cas pour la mort des leaders. Et je crois que la grande majorité des gens ont regretté cette mort tragique, car on aurait pu l'éviter et je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire. Est-ce que vous croyez que l'émotion qui s'est emparée à l'extérieur, disons, de l'opinion publique à la mort de M. Lumumba a été déplacée, dirons-nous? Complètement déplacée. La preuve en est qu'il y a eu des agitations en France, à l'intérieur, partout un peu dans le monde, n'est-ce pas? Ceux qui se sont intéressés, n'est-ce pas, à la question, mais à l'intérieur du Congo, heureusement, rien à ce sujet. Heureusement, rien. C'est la preuve que c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo, et non pas le Congo lui-même. Le rôle des puissances occidentales, et celui des États-Unis en particulier, a été fortement évoqué dans sa mort. Le discours radical anti-belge de Patrice Lumumba et sa bonne relation avec le camp soviétique, alors que la guerre froide faisait rage entre les États-Unis et l'URSS, l'ont rendu suspect aux yeux de la CIA. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. D'ailleurs, c'est aux soviétiques que Patrice Lumumba fit appel lors de la sécession du Katanga, car l'ONU ne répondait pas à ses demandes d'aide militaire pour mettre fin à la guerre civile. Résultat, les Américains envisagèrent dès lors l'assassinat pur et simple de celui qui était encore Premier ministre du Congo belge. Le feu vert fut donné par le président Eisenhower lors d'une réunion du Conseil de sécurité le 18 août 1960. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain.
Patrice Lumumba a demandé l'envoi de troupes américaines pour expulser les Belges. Il a rencontré l'ambassadeur américain Claire Timberlake. Mais pour ce dernier, l'arrivée de troupes américaines risquait de provoquer la mobilisation de l'armée russe. Et il a conseillé à Lumumba de s'adresser aux Nations Unies. Il s'ensuit une mascarade de grande envergure. Des avions américains sont repeints en toute hâte pour transporter des casques bleus au Congo. Lumumba et son gouvernement ont fait appel aux soldats de la paix pour qu'ils mettent un terme à la sécession du Katanga. Mais les Nations Unies n'interviennent pas auprès de Tshombe ni dans la province séparatiste. Le conseiller militaire de Dag Hammarskjöld, le général indien Indar Riquier, est dépêché au Congo. Monsieur Lumumba, Monsieur Kasavubu et les chefs des différents mouvements du Congo avaient une idée complètement fausse de ce que les Nations Unies devaient y faire. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le Premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kasaï. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire, mais il est confronté à un problème majeur. Comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale? Comme on ne lui avait pas donné d'avion, il a accepté ceux des soviétiques. L'opération militaire est une réussite, mais Patrice Lumumba vient de signer son deuxième arrêt de mort, cette fois du côté américain. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Les archives de la CIA, déclassifiées depuis le 21 juin 2007, indiquent clairement que la CIA a monté un plan d'assassinat de Lumumba. En novembre 1962, M. X a informé M. Lyman Kirkpatrick qu'il avait à un moment reçu la consigne de M. Richard Bissell de porter la responsabilité d'un projet incluant l'assassinat de Patrice Lumumba, alors Premier ministre de la République du Congo. Selon X, la méthode devrait consister en l'empoisonnement puisqu'il a mentionné avoir reçu l'ordre de rencontrer le docteur Sidney Gottlieb afin de se procurer le mode d'administration. Le docteur Sidney Gottlieb a donc été envoyé à Léopoldville avec un poison dissimulé dans un tube de dentifrice. À charge pour les hommes de la CIA sur place de se débrouiller pour le placer dans la salle de bain du Premier ministre congolais. Las, Lawrence Devlin, le chef de la station locale de la CIA, tergiverse et abandonne la mission après que la résidence de Patrice Lumumba, placée en résidence surveillée le 14 septembre 1960 par l'armée de Mobutu, ne soit plus accessible. Congolese have been massacred by white people in the Congo for years and years and years. And if the shoe is now on the other foot, only thing I can say is it's like chickens that always come back home to roost.
Do you personally feel, though, that there's some shame or involvement here or some guilt associated with the killing of other human beings? I think that the white people should be ashamed of the deplorable situation that has been existing in the Congo, which is not the fault of the Congolese, but which is the result of instigation by European powers who are fighting each other over the mineral wealth of the Congo. And now to make it appear that the Congolese themselves are criminals or brutes because they're reacting to these injustices that they've been victimized by is again ducking the question. Tshombe is the murderer of Lumumba, who was the rightful prime minister of the Congo. Tshombe is the man whose forces fought against the United Nations forces and against the United States, and despite this criminal past of Tshombe, now the United States is backing Tshombe, who has hired South African mercenaries who are hired killers to disrupt the peaceful efforts of the freedom fighters from Stanleyville to make the type of country there that they want. And it is this American support of Tshombe, actually, that's at the root of the whole problem. Si le meurtre de Patrice Lumumba paraissait avoir été élucidé, c'est sous l'impulsion de François Lumumba, son fils, qui a estimé en savoir assez pour porter plainte contre X sur la base des affirmations du sociologue belge Ludo de Witte. Le gouvernement belge a d'ailleurs reconnu en 2002 une responsabilité dans les événements qui avaient conduit à la mort de son père. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué de présenter à la famille de Patrice Lumumba et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses pour la douleur qui leur a été infligée de par cette apathie et cette froide neutralité. Le 23 juin 2011, la famille de Patrice Lumumba a déposé plainte à Bruxelles contre une dizaine de Belges qu'elle considère comme impliqués dans son assassinat. Portera-t-elle également plainte contre l'État belge? Rien n'est moins sûr. L'histoire a fait de Patrice Lumumba un des dignes fils du Congo. Il fut très regretté après sa mort par toute la communauté des pays non alignés, y compris par un de ses bourreaux, le général Mobutu, qui le consacra héros national en 1966. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Avant son emprisonnement, Patrice Lumumba s'était arrangé pour que son épouse, Pauline Opano, et ses enfants s'exilent en Égypte. Leur retour au pays fut considéré comme un événement national. Le jour de sa mort, le 17 janvier 1961, est un jour férié en République démocratique du Congo. Comme quoi, même s'il n'a pas été président de la République, il est maintenant le mythique fils de cette terre d'Afrique et le plus adulé. Aujourd'hui, sa dent en or, seul reste de son cadavre a été rendu à sa famille, mais aussi au peuple congolais. Ne pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. À mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau, et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais,
d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. De là-haut, il doit certainement être stupéfait du comportement des héritiers indignes que nous sommes, incapables de relever le défi de la construction et de la valorisation de la civilisation africaine. J'ai honte de ces prétendus chefs d'État qui n'aiment pas leur patrie et qui détestent la cause africaine. Nous avons de nos jours des brigands à la tête de nos pays. Ils ont vendu notre continent à l'Occident et se complaisent dans le rôle de valets volontairement soumis. Il faut simplement être lucide, se rendre compte que l'histoire n'est pas une idylle, c'est vrai. C'est vrai que l'homme politique doit affronter la solitude, la trahison, la mort. Et Lumumba, sa grandeur, c'est qu'il ne s'est jamais fait aucune illusion. Très tôt, il a su. Et très tôt, il a su qu'il était entouré par une bande de crapules, par des gens qui allaient le trahir. Il le savait. Mais, en tout cas, il a quand même été jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de sa passion. Une passion de courte durée, quelques mois seulement. Mais une passion qui résonne encore dans l'Afrique d'aujourd'hui. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.